Est-ce que la France a déjà présenté de façon officielle et publique une lettre de félicitations au président Biya au terme de cette élection présidentielle? Je ne crois pas avoir vu de lettre publique. Vous l'auriez vu également. Y aurait-il donc un nuage dans le ciel des relations entre Paris et Yaoundé? Je vous pose une question directe que j'entends derrière moi. Oui. Est-ce que la France est prête dès demain à abandonner son veto au conseil d'administration de la BEAC? Quel veto? Quel veto? C'est une question que j'entends derrière. D'accord, mais de quel veto parlez-vous? Autrement dit, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne préférée Kamer Today. N'oubliez surtout pas, si c'est votre première fois de vous connecter, de liker, de commenter et de vous abonner. C'est gratuit et ça nous fait plaisir. L'ambassadeur français au Cameroun est invité sur la chaîne de télévision Equinox sur l'émission Vérité en face. Le journaliste pose alors une question qui frappe. Une question qui demande à réfléchir, une question extrêmement politique, c'est de savoir pourquoi la France, ou alors l'homologue du président de la République camerounais, son excellence Macron, n'a pas félicité Paul Biya lors de sa réélection en octobre 2025. L'ambassadeur ne répond pas tout de suite, il panique, il réfléchit, on ressent qu'il est perdu. Et puis il dit non, et le journaliste renchérit. Mais il est de coutume que les présidents français félicitent leurs homologues camerounais réélus ou alors élus de nouveau. Il dit oui, bon, mais c'est pas une obligation. Et vous voyez, les mouvements de la tête sont en contradiction avec ce qu'il pense. Tout de suite, il y a un gêne, un malaise qui s'installe. Pourquoi cette fois-ci, le président Macron n'a pas félicité son homologue Paul Biya? Cette question frappe. Cette question demande à réfléchir et nous ouvre plusieurs portes. Premièrement, on peut penser que la France a hésité. La France politique s'est dit, vu les manifestations d'octobre 2025, que le pouvoir pouvait vaciller, qu'un nouvel homme pouvait présider aux destinées de la nation camerounaise. Et tout de suite, la France s'est dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas m'associer à cette forfaiture parce que à ce moment-là, il était clair et net que Issa Chiroma venait en tête des élections. Et la France s'est dit, bon, tiens, je joue mon coup de poker. Je ne félicite pas, j'attends de voir ce qui va se passer. En réalité, la France joue sa survie en Afrique parce que vous savez que la France, déjà dans les pays de l'AES, a été quasiment bannie. Totalement, les ambassadeurs retirés de façon vice-versa. Donc, l'ambassadeur hésite. Ensuite, une autre question qui n'est pas des moindres. La France a-t-elle abandonné son droit de veto sur le franc CFA? Une fois de plus, il hésite. Il titube comme la première question. Il est paniqué. On sent une contradiction entre la vérité que vous savez et la vérité que vous allez dire. Ou alors le mensonge que vous allez proférer. Tout de suite, on comprend qu'il entre dans la politique, dans le faux. Il dit non, la France n'a jamais eu le droit de veto. En réalité. Mais pourtant, la France a jusqu'à 2 représentants qui siègent de façon permanente au conseil de la BEAC. Un censeur et un administrateur. C'est clair et c'est net que nous restons dans un mécanisme d'impérialisme inchangé. Pourquoi a-t-il menti? Je ne sais pas. Les gens ont-ils raison donc de combattre le franc CFA? S'il est clair que la France nie avoir un droit de veto sur le franc CFA, pourtant, il est clair qu'ils ont encore des administrateurs et un censeur qui siègent de façon permanente lors des conseils de la BEAC. Cela signifie qu'il y a quelque chose qui se trame. La France ne veut pas abandonner cette monnaie impériale qui rapporte beaucoup de devises au peuple français. est-ce que la France a déjà présenté de façon officielle et publique une lettre de félicitations au président Biya au terme de cette élection présidentielle? Je ne crois pas avoir vu de lettre publique. Vous l'auriez vu également. Y aurait-il donc un nuage dans le ciel des relations entre Paris et Yaoundé? Il n'y a pas eu de lettre publique à ce moment-là, voilà. Why? Faut le demander au président. In the past elections, your country sent words to congratulate the winner.
Nous This time you didn't. Why? Nous avons constaté l'élection. Voilà. Et je pense que ça ne nous empêche pas d'avoir des relations avec les autorités, d'avoir une coopération, La France extensive. La France douterait-elle de la victoire du président Biya à cette élection présidentielle? Le Conseil constitutionnel a constaté l'élection du président Biya, et donc les deux présidents se parlent. Il y a une coopération continue. Je suis là. J'ai un homologue camerounais à Paris. Donc voilà, il y a cette coopération entre les deux États. Il n'y a pas de ce point de vue de doute. Les choses vous semblez banaliser cela, mais en tant que diplomate, vous savez très bien ce que cela signifie. Lorsqu'une lettre de félicitations qu'on a l'habitude de présenter à un candidat à l'élection présidentielle n'arrive pas, selon les usages diplomatiques, la question qu'on se pose, on ne fait pas de lettre à un candidat. On ne fait pas de lettre à un candidat. Au gagnant. On ne fait pas de lettre à un candidat. Il n'y a pas eu de lettre. Ça n'empêche pas qu'il y a des relations normales entre nos deux pays, entre nos deux États, entre les deux gouvernements et les deux présidents. But Mr. Ambassador, you're not answering the question as to why. Why did the letter? Why has France not congratulated the President of the Republic? Est-ce que c'est si important? Yes, of course, it is important in terms of relations, because it's something that you have been doing in the past, right? All the past elections, you did so. You sent letters of congratulations, but this time you didn't. Is it having anything to do with the protests against the result that is said to have been manipulated? Je pense que le président de la République française n'a pas dû estimer nécessaire de faire une lettre rendue publique et voilà. Et encore une fois, ça n'empêche pas d'avoir des coopérations entre États, ça n'empêche pas de continuer nos coopérations comme cela a été fait. D'ailleurs, il y a eu échange de lettres à l'occasion de nos journées, de nos fêtes nationales respectives, que ce soit autour du 20 mai, pour le 20 mai ou pour le très récent 14 juillet. Donc voilà. France, however, expressed concerns about ça c'est exact. The protest that erupted after the proclamation et les situations de violence qu'on a pu constater, oui, en effet, c'est vrai. Oui, justement, parce que là, il n'y a pas eu cette législation, mais on a vu que les violences post-électorales ont attiré l'attention de Paris au point où il y a eu effectivement une dénonciation véhémente sur cette question, dénonçant la répression, le respect des libertés fondamentales, etc. Véhémente, je ne sais pas. En tout cas, il y a eu une lettre, effectivement. Il y a eu un constat. On l'a fait en national, on l'a fait avec nos partenaires européens, en européen. Effectivement, c'est vrai que nous avons constaté les violences post-électorales. Nous avons exprimé nos inquiétudes. Voilà. Tout ça dans le respect de la souveraineté du Cameroun. Nous ne sommes pas non plus des donneurs de leçons, et c'est toujours un équilibre délicat, en réalité, dans ce genre de situation. À la fois exprimer ce que l'on peut ressentir, indiquer qu'à notre sens, la paix civile, l'union sont des biens extrêmement précieux sur lesquels bâtir l'avenir d'un pays, tout en se gardant d'ingérence, tout en se gardant d'atteinte à la souveraineté des pays. C'est une ligne directrice assez fondamentale pour nous. Alors, au sujet justement de ces violences post-électorales, l'opposant Issa Toura Bakari, candidat à la dernière élection présidentielle, a déposé 2 plaintes au tribunal judiciaire de Paris contre le président Biya et quelques hauts dignitaires du régime. La procédure, initiée donc depuis le mois dernier, s'appuie sur les compétences universelles de cette juridiction pour dénoncer la violente répression post-électorale au scrutin du 2 octobre 2015. Alors, la question c'est comment est-ce que la France va concilier le principe de séparation stricte des pouvoirs et l'indépendance de la justice française, d'un côté, avec la nécessité absolue de préserver les relations diplomatiques stratégiques avec le gouvernement de Yaoundé? La réponse à votre question est dans votre question, en réalité. Elle est tout simplement dans votre question. Précisément, il ne vous a pas échappé qu'en France, il y a une séparation des pouvoirs, d'une part, et une indépendance de la magistrature.
on verra ce que décidera l'autorité judiciaire française. Déjà sur des questions vraiment très juridiques, de recevabilité de la plainte de monsieur Issa Chiroma Bakary, de son intérêt à agir, enfin toute une série de questions de droit sur lesquelles je ne vais pas commenter, je ne suis pas compétent là-dessus. On verra ce que décidera l'autorité judiciaire, et l'autorité judiciaire, elle se prononcera en toute indépendance. Je veux dire, là-dessus, le gouvernement, l'exécutif français n'a pas son mot à dire et ne dira pas son mot. Et il n'en reste pas moins que de pays à pays, d'État à État, la relation continuera. Et je ne vois pas comment et pourquoi, de bonne foi, ça pourrait impacter les relations entre les deux pays. Encore une fois, la magistrature est indépendante et la coopération entre les États continue. Donc, il n'y a aucun doute que le tribunal judiciaire de Paris, l'autorité judiciaire dans son ensemble, je ne sais pas ce qu'il en sera et je ne sais pas à quel rythme, se prononcera en droit sur le fond par rapport à la plainte de M. Chiroma. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que cette impartialité, cette neutralité au nom du sacro-saint principe de non-ingérence d'un État dans les affaires internes de notre État, est-ce que cela ne cache pas au fond une sorte de soutien implicite au régime ou au statu quo? Non, il s'agit d'une relation vraiment d'État à État, de gouvernement à gouvernement. On ne soutient pas un régime, on travaille avec un pays. C'est ça la réalité. Donc il n'y a pas de parti pris implicite, ou plus exactement, il y a une relation avec un gouvernement, avec un pays, avec un État, tel qu'il est à un moment donné. Mais que dites-vous? Il y a cette situation, on peut ajouter d'autres situations où on a difficilement entendu la voix de la France, justement toujours au nom de ce principe de non-ingérence. Je prends le cas de la gouvernance qui est très critiquée. Vous connaissez la position du Cameroun dans les classements de Transparency, entre autres, Covid-Gate, Can-Gate, Glencore, entre autres. Pourtant, Paris reste silencieux, un silence, on va dire, poli. Est-ce que cela ne traduit pas justement une sorte... Alors, est-ce qu'on doit en déduire pour la diplomatie française que la stabilité du régime de Yaoundé importe plus que les aspirations démocratiques du peuple camerounais? Là, je ne vous suis pas. Et je ne suis pas en accord avec ce que vous dites. Parce que il y a l'aspect proprement politique, ce que vous appelez le régime. Puis il y a la gouvernance. Et la gouvernance, c'est autre chose. J'ai dit, Paris a dit, qu'il y avait des efforts à faire, par exemple, en matière de climat des affaires. Que pour attirer des investisseurs, il fallait certainement donner des signes de prévisibilité. Pas des gages. Des gages, c'est autre chose. Des signes de prévisibilité, par exemple, en matière de prévisibilité, pour attirer les investissements. Il n'est un mystère pour personne que vous avez évoqué certains classements internationaux, que par rapport à des pays de la région, au sens Afrique centrale, mais surtout pour les pays de l'Afrique francophone, le Cameroun pourrait certainement attirer plus d'investisseurs qu'il ne le fait. Et un des enjeux, c'est sans doute de renforcer la prévisibilité, de renforcer le climat des affaires. Il y a un très grand potentiel au Cameroun, compte tenu de ses richesses naturelles, compte tenu de son capital humain, c'est-à-dire des personnes, de leur formation, de la qualité des personnes. Voilà. Donc certainement, il y a beaucoup de potentiel là-dedans qui ne demande qu'à être fructifié. Et là-dessus, on envoie très clairement des messages. Qu'on le fasse en national, qu'on le fasse en européen. Est-ce que
si on prend par exemple le cas de ces violences qu'on a observées, on a fait des remarques selon lesquelles il y a un problème au niveau du respect des libertés publiques. Vous savez qu'il y a aujourd'hui par exemple beaucoup de personnes qui sont détenues dans les prisons pour leurs opinions politiques. C'est vrai qu'il y a des rapports ou des positions qui ont été prises par l'Union européenne, entre autres, sur cette question-là, notamment à travers la commission le groupe de travail des Nations Unies pour les détentions arbitraires, entre autres. Il y a également la question de la gouvernance. Vous avez dit, certainement, on ne doit pas lier, mais vous, depuis que vous êtes au Cameroun, quel est le regard que vous portez sur le niveau de développement de la démocratie, des libertés publiques dans notre pays? Je pense que tout ce qui permettra de renforcer l'inclusion des personnes, de renforcer la stabilité sera une bonne chose, en effet. Je ne vais pas me prononcer sur les détentions des personnes, je ne sais d'ailleurs pas les mesurer. Il faut espérer que les personnes détenues auront droit à un procès équitable. Et ça, je crois que c'est quelque chose de tout à fait important. Je pense que c'est important pour renforcer aussi la cohésion de la société. C'est quelque chose de cardinal. On parle de développement, les projets de développement sont importants, mais avoir une société qui est engagée, qui se sent à l'aise finalement, est quelque chose de tout à fait fondamental. Je pose une question directe que j'entends derrière moi. Oui. Est-ce que la France est prête dès demain à abandonner son veto au conseil d'administration de la BRB? Quel veto? Quel veto? C'est une question que j'entends derrière. D'accord, mais de quel veto parlez-vous? Autrement dit, autrement dit, il revient donc aux pays africains de décider aujourd'hui. Mais bien sûr. Mais nous ne disons pas autre chose. Sans aucune contrainte. Le président Macron ne dit pas autre chose depuis le début, bien sûr. Autrement dit, c'est une affaire qui revient uniquement, qui vous appartient, qui appartient qui vous appartient. Donc, de façon simple, dire ça de façon triviale, si aujourd'hui les États africains continuent à rester dans le franc CFA, c'est de leur propre fait, c'est pas du fait de la France. Je crois que c'est la décision souveraine des 6 États de la CEMAC, en effet. Venons-en à ce sujet qui intéresse certainement les téléspectateurs des milliers de Camerounais, c'est la politique des visas. Oui. Monsieur l'ambassadeur, comment expliquez-vous ces blocages persistants et ces refus du visa présentés comme des refus en cascade? Vous avez des milliers de Camerounais qui perdent chaque année leurs frais de dossier sans obtenir des résultats, une procédure qui très souvent s'achève par un refus standardisé, on va dire ça comme ça, sans explication. Pourquoi est-ce que le consulat de France est présenté, perçu par les Camerounais comme, excusez-moi, une machine à sous, une usine d'humiliation? Pourquoi une usine d'humiliation? Il y a plusieurs choses dans votre question. Vous pouvez obtenir votre visa ou pas. Vous parlez des gens qui se sentent frustrés de ne pas avoir obtenu leur visa. Vous pourriez aussi bien me parler des gens qui sont satisfaits d'avoir leur visa. Et il y a plus de gens qui obtiennent leur visa que de gens qui ne l'obtiennent pas, déjà. Je peux, en revanche, vous parler de fraude en cascade, peut-être même de fraude en tsunami. Il y a beaucoup de fraude. Et les gens ne doivent pas s'étonner qu'on leur refuse leur visa s'il y a de la fraude dans les dossiers. Et puis il n'y a pas que la fraude. Il y a clairement des gens dont on peut penser qu'ils n'ont pas réellement les moyens de leur séjour en France. Donc à cela, nous refusons en effet les visas et nous continuerons d'ailleurs en réalité à les refuser. Mais plus encore, moi je suis très étonné de voir que tant de jeunes bacheliers, c'est très jeune, enfin, quand j'avais 18 ans, je n'aimais pas qu'on me dise que j'étais très jeune à 18 ans, mais on est très jeune à 18 ans. Il y a beaucoup de belles universités au Cameroun. Vous avez la chance d'avoir un système d'enseignement supérieur qui est de qualité, et en plus dans les 10 régions du pays. C'est pas juste consacré à Douala ou à Yaoundé. Donc je crois qu'il y a quand même la place aussi pour les jeunes bacheliers de suivre des études supérieures dans leur premier cycle au Cameroun. Ça n'empêche pas que de belles coopérations et de
beaux exemples de mobilité étudiante peuvent être tout à fait envisagés.